votre fidélité à Walf TV. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, la santé traverse des moments troubles au Sénégal. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les syndicalistes réclament 5 mois de arriérés de salaire et dénoncent une mauvaise gestion. Même cas de figure à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor où les travailleurs ont tenu une assemblée générale pour fustiger les agissements de la direction. La décision du gouvernement d'augmenter de 10% le prix de l'électricité fait grincer des dents. Si du côté des consommateurs et autres, l'inquiétude est à son comble. Les consuméristes, eux, déplorent un mépris notoire du pouvoir envers les populations. Et puis, projet de loi relatif à l'encombrement et à l'insalubrité, ce projet suscite multi-interrogations. Si les populations restent divisées sur la question, les travailleurs du nettoiement estiment que pour un Sénégal propre, il faut un dispositif efficace et une valorisation du statut des agents du nettoiement. Voilà pour le sommaire de ce journal qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais au sommaire de ce journal, à l'hôpital régional de Saint-Louis, le torchon brûle encore entre la direction et le personnel. En sit-in ce mercredi, les syndicalistes dénoncent une mauvaise gestion de la structure hospitalière et réclament 5 mois d'arriérés de salaire. Moustapha Diop, coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de Saint-Louis, au micro de Gabriel Barbier. Revendicatif, il y a 3 points essentiels. D'abord, il y a le respect à l'application du protocole d'accord qu'on avait signé à la région médicale le 18 février 2018. Ensuite, il y a l'amélioration des conditions de travail des travailleurs au niveau de l'hôpital. Le troisième point consistait à l'endettement, c'est-à-dire le paiement des dettes que la direction doit aux travailleurs. Donc sur ces 3 points-là, on avait déjà négocié avec la direction, mais il n'y a pas eu d'avancée. C'est pourquoi aujourd'hui, on avait déposé un préavis de grève. On a été convoqué 2 fois de suite au niveau de l'inspection du travail, mais le directeur n'est pas venu, n'a pas répondu à la convocation. On nous a reconvoqué pour le jeudi, donc nous attendons. Mais pour l'instant, c'est pourquoi, comme il n'y a pas d'avancée sur les négociations, c'est pourquoi les gens sont retournés, sont sortis encore pour manifester leur mécontentement par rapport aux dettes que l'hôpital leur doit. Ça s'élève à combien et ça s'étend sur quelle période? Pour l'instant, nous en sommes à 5 mois d'arriérés de primes, d'astreinte et de garde. Ces 25%-là doivent être payés tous les mois. Donc actuellement, nous en sommes à 5 mois de retard de ces paiements-là. Et les gens ont besoin de cet argent-là pour mener à bien les travaux au niveau des services. En plus de cela, il y a le problème des services. Au niveau du laboratoire, il n'y a pas de réactifs. Il y a les machines, mais il y a une rupture récurrente des réactifs au niveau du laboratoire. C'est pourquoi à chaque fois que les patients viennent, on les recommande vers les structures privées. Ce qui est déplorable. Au niveau de la radio aussi, le scanner est en panne. L'échographe aussi que le maire nous avait donné est venu sans les 2 sondes. Le directeur de l'hôpital de Saint-Louis évoque une tension de trésorerie. Thierno Seyni Ndiaye invite le personnel à redoubler d'efforts pour renflouer les caisses de la boîte. Écoutons-le, Thierno Seyni Ndiaye, au micro de Gabriel Barbier. Effectivement, nous constatons, ce n'est pas la première fois, et tout le monde le juge, qu'il y a cette montée d'adrénaline. Le prétexte, c'est qu'il y a eu un dépôt de préavis de grève. 3 points. Le premier, c'était pour justement la mise en œuvre du protocole d'accord qui a été signé. Deuxièmement, l'amélioration des conditions de travail. Et troisièmement, il s'agit de leur payer les primes, motivation et autres que nous leur devons. Avant prise de fonction, déjà, nous leur devons beaucoup de mois d'arriérés. Notamment, on était pratiquement à 7 mois d'arriérés. Nous étions dans une situation financière très difficile. Et tous mes prédécesseurs, quand même, depuis un certain temps, ont vécu une situation assez difficile sur le plan financier. Alors, à charge de vous dire que nous leur devons cet argent. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la trésorerie,
ce que nous avons ne suffit pas. Nous ne produisons pas assez au niveau de l'hôpital. Par rapport aux prévisions budgétaires, nous sommes largement en deçà du point de vue des réalisations. Vous voyez que dans ces conditions, il est extrêmement difficile. Au-delà des salaires, nous faisons tout pour pouvoir les payer, mais les motivations et autres primes connaissent un retard. La solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est de mettre à leur disposition des moyens de production. Aujourd'hui, dans tous les services, je crois, la production est possible parce que des appareils, des équipements ont été mis à leur disposition. Produire davantage, mettre le malade, le patient au centre de notre préoccupation. Donc c'est un moment qui peut être un moment passager et qui doit aujourd'hui tous ensemble nous mener à aujourd'hui traverser ces difficultés. Nous pouvons le faire la main dans la main, mais en faisant des sacrifices. Aujourd'hui, nous ne produisons pas assez. Il nous faut pouvoir produire davantage. Mouvement d'humeur à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, l'intersyndicale des travailleurs et autres contractuels de la structure ont tenu une assemblée générale ce mercredi pour dénoncer les agissements de la direction. Émile Badji Gouyabi au micro d'Amadi Khalilou Djemé. Ce problème, c'est d'abord, on a, en dehors des problèmes qu'on a listés sur la plateforme, deux points nous préoccupent de plus, c'est les contrats et les IRM. Bon, les contrats, ce que je peux vous dire, les contrats, on a demandé à la direction, parce qu'au départ, il y a des CDD depuis 2016 qui sont là, qu'on a renouvelés une fois. Donc, ces CDD, il y a 28 qui ne peuvent même pas accéder à un CDI. Donc, on est parti pour la discussion au niveau de la direction, mais il nous a fait savoir qu'il ne peut pas prendre la totalité des 28 CDD en CDI. Donc, c'est sur cause qu'on avait accepté parce qu'on a vu le problème qui se pose au niveau de la direction. Donc, en ce sens-là, on a quand même accepté. Mais le problème aujourd'hui, ce qui nous fait mal, c'est la direction qui dit qu'elle ne peut pas prendre en charge des CDD en CDI. Aujourd'hui, cette même direction revient pour quand même dire qu'il a de l'argent pour prendre 5 médecins à hauteur de 1 million. Or, ces 28 CDD qu'on demandait en CDI, ces 28 font uniquement, mensuellement, une somme de 920 000 au maximum. Donc, vraiment, c'est une contradiction pour nous de voir quand même que la direction qui ne peut pas payer 900 000, qu'elle soit en mesure de payer 1 million mensuellement. C'est dans ce sens-là que nous sommes là pour quand même fustiger la position de la direction. Et quand même, dans ce sens-là, on l'a si bien dit, la direction, si elle s'endette à prendre en charge ces médecins, nous aussi, on va quand même faire tous nos moyens pour quand même contraindre à la direction de revenir sur sa décision. En gros, c'est ce problème-là qu'on voulait quand même, que nous sommes là pour aujourd'hui. Sur cette même lancée, au niveau les fournisseurs, aujourd'hui, tu ne peux pas ici se balader à Ziguinchor, trouver un fournisseur, dès que tu lui parles le nom de l'hôpital de la Paix, il vous dit non. Parce que la direction a assez endetté dans au niveau de tous les commerçants. Fournisseurs de quoi? Fournisseurs des intrants comme la comptabilité matière, c'est-à-dire eau de javel, des ordonnances, même les ordonnances, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on photocopie. Donc chaque service, c'est au début pour quand même photocopier pour avoir des ordonnances. Au niveau du labo, là c'est pire. Aujourd'hui, moi j'étais là-bas aujourd'hui pour demander ce qui existe. Mais à la grande surprise, il n'y a que la glycémie qui existe. Pour un laboratoire, dans un hôpital de niveau 2, c'est vraiment honteux. Et puis, mauvaise nouvelle pour les consommateurs sénégalais. Le gouvernement de Macky Sall a décidé d'augmenter de 10% le prix de l'électricité prévu pour entrer en vigueur dès janvier 2020. Cette mesure inquiète déjà les consommateurs et certains travailleurs comme les tailleurs et les coiffeurs. Fatou Bintou Diouf, reportage. C'est confirmé, les consommateurs sénégalais devront débourser davantage pour payer des factures d'électricité de plus en plus salées. Le gouvernement et la commission de régulation du secteur de l'électricité ont décidé d'augmenter de 10% le prix de l'électricité. Une mesure qui entre en vigueur dès le mois de janvier, suffisant pour susciter l'inquiétude chez les tailleurs et les coiffeurs. C'est une surprise pour tous les Sénégalais. Nous n'avons jamais pensé que l'État allait augmenter le prix de l'électricité, surtout avec la découverte du pétrole et du gaz. Non,
On s'attendait à une baisse du prix de l'électricité plutôt qu'une augmentation. Ceci est anormal dans un pays où la pauvreté augmente de plus en plus. Au lieu d'augmenter 10%. Si on augmente l'électricité, ça sera l'enfer pour nous, car nous payons déjà la cantine et c'est très cher. Nous payons également nos employés. Quand on veut augmenter l'électricité, ça devient inadmissible. L'État doit vraiment revenir sur sa décision. Parce que ce mois-ci, ma facture s'élève à 42 000 francs, chose que je n'arrive toujours pas à digérer. Et là, on nous parle d'augmentation du prix de l'électricité. Il faut vraiment que l'État arrête cette farce. Même sentiment de crainte chez ces consommateurs, ils fustigent la mesure et dénoncent le silence des syndicats, mais surtout des associations de défense des consommateurs. Je ne crois plus à ces soi-disant syndicats ou associations, car ces syndicalistes ne travaillent que pour leur propre compte, mais pas pour celui du peuple. On dirait qu'ils ont peur du président Macky Sall, car ces mêmes personnes, au temps d'Abdoulaye Wade, descendaient chaque jour dans la rue pour manifester. Ces syndicalistes-là ne sont mus que pour leur propre intérêt. Personnellement, je n'ai plus confiance en eux. Le message est donc lancé. Les consommateurs invitent l'État à revoir cette mesure de hausse du prix de l'électricité. Sénégal, le gouvernement Hausse de 10% du prix de l'électricité. La Fédération des associations sénégalaises de consommateurs dénonce un mépris notoire du gouvernement envers les populations qui peinent de plus en plus à joindre les deux bouts. Jean-Pierre Dien de la Fédération des consommateurs du Sénégal au micro de Théodore Semedo. C'est catastrophique pour la bonne et simple raison que ça se fait sur le dos du consommateur. Et sans aucune raison, parce que quand l'ancien directeur général de la Sénélec quittait, on nous disait que la Sénélec est en très bonne santé au point même d'envisager une baisse. On nous parle de mauvaise gestion de l'actuel directeur. Comment en 4 mois une personne peut faire chuter une entreprise comme la Sénélec? Ça n'a pas de sens. Des gens ont été manipulés pour nous faire croire ça, pour qu'on puisse faire passer l'augmentation. Alors que nous pensons que, en tout cas moi je pense que c'est pour combler un déficit budgétaire, parce qu'on a vu beaucoup de chantiers à l'arrêt tels que le terre, la dette intérieure des entreprises, il faut les payer pour continuer les travaux. On ne peut le faire qu'avec une augmentation. Ça, ce n'est que le début. Il faut augmenter tout, taper sur la poche du consommateur pour payer légèrement de ce régime en place actuellement. Mais c'est clair qu'il va y avoir des incidences. Maintenant, il faut s'inquiéter du climat social qui risque de prévaloir. Et donc, par rapport à ça, il va falloir qu'on réagisse. Le gouvernement du Sénégal a comme philosophie les chiens à bois, la caravane. Nous, on a des déficits, il faut les combler. Peu nous importe votre réaction, parce qu'elle ne nous empêchera pas de terminer notre mandat. Le gouvernement va introduire un projet de loi relatif à l'encombrement et à l'insalubrité, une initiative qui suscite de nombreuses réactions. Si certains Sénégalais se disent en phase avec le chef de l'État Macky Sall, d'autres estiment qu'il y a des préalables à régler. C'est un reportage signé Korandon. Pour concrétiser son slogan « Sénégal zéro déchet », le président de la République Macky Sall propose une loi contre l'insalubrité et l'encombrement. Ce projet de loi, qui prévoit des amendes et des peines de prison, est mal apprécié par certains Sénégalais qui demandent un ensemble de préalables. On doit construire des toilettes publiques avant d'appliquer cette loi pour permettre aux gens de faire leurs besoins quand ils le désirent. Avant d'appliquer cette nouvelle loi, il faut que l'État prenne ses dispositions, mettre en place les poubelles et les canalisations.
Il faut des poubelles, des centres de décharge d'ordures, mais aussi il faut mettre les agents du nettoiement dans de bonnes conditions. Un avis que ne partage pas Pape Ibrahima Dia, qui dit être en phase avec le chef de l'État pour l'application de cette loi. Ici au Sénégal, il y a trop de laisser-aller. C'est de l'anarchie dans Dakar. Dakar ne doit pas avoir cet aspect. Je suis bien d'accord de la loi de Macky Sall. Regardez autour du marché de Grand F. C'est du n'importe quoi. Les gens se versent n'importe quoi sur la chaussée. Et pourquoi cela? On n'aspire pas à être hygiénique, on n'aspire pas à être sain. L'État a un devoir envers nous, mais nous avons un devoir envers notre pays. Par ailleurs, il invite les populations à un changement de comportement qui, dit-il, passe par l'éducation dès le bas âge. Où se trouve comment l'éducation? L'éducation, certes, on dit toujours que c'est à l'école. Moi, je dis non. L'éducation, c'est à la maison. L'instruction, c'est à l'école. C'est ce qu'il faut. Mais le laisser aller, c'est trop. Craignant d'être déguerpis de leur lieu de travail, les laveurs de véhicules 6 au rond-point Liberté 5 lancent un appel à l'État du Sénégal. Je prie aux autorités de nous laisser travailler, sinon certains peuvent s'adonner au vol ou à la vente de drogue. Je ne trouve pas de mal à ce que nous soyons là. Sénégal propre, Sénégal zéro déchet, les slogans ne manquent pas. Des lois pour la lutte contre l'insalubrité sont aussi votées, telles que le code de l'hygiène, le code de l'environnement et la loi interdisant les sachets plastiques. Cependant, les mesures d'accompagnement et l'application tardent toujours. Projet de loi relatif à l'insalubrité et à l'encombrement, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement parle d'une simple loi de plus. Madanissi estime que pour un Sénégal propre, il faut un dispositif efficace, mais aussi une valorisation du statut des agents du nettoiement. Voici Madanissi, il est interrogé par Kokhanda. C'est bien beau de voter les lois, mais il faut les appliquer. Et malheureusement, l'application pose problème. Ce que nous constatons ici au Sénégal, c'est une certaine indiscipline notoire caractérisée d'une certaine frange de la population qui ne cesse de dégrader le cadre de vie chaque jour que Dieu fait. Les ordures, ce n'est pas les dîners qui les mettent dans la rue, ce sont les populations. Et les techniciens de surface, ils se démènent comme de beaux diables. Ils sont dans des conditions très difficiles, dans des conditions exécrables. On nous parle de valorisation des déchets, mais avant de valoriser les déchets, il faut valoriser les techniciens de surface d'abord, les mettre dans les conditions de performance avec des salaires décents. Et il a décrié aussi le système. Il dit que le système n'est pas opérationnel, il n'est pas efficace, il n'est pas efficient. Mais l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Si l'État met beaucoup de milliards et que l'État n'est pas satisfait, ça pose problème. Hier, nous avons appris que l'Assemblée nationale a voté le budget de l'UCG. Le budget a été dégraissé jusqu'à 12 milliards. On était à 17 milliards. Aujourd'hui, on nous parle, en 2020, ce sera 12 milliards. Mais ça sent lourd aussi, parce que pour nous, c'est un coup d'État rampant. Ça sent mauvais, puisque le président, il a menacé, il a dit que ça risque de tanguer en 2020. Donc, nous nous préparons en conséquence par rapport à ces dégâts collatéraux. Parce que chaque fois, ce sont les techniciens de surface qui payent les pots cassés. Nous avons dit, en tout cas, nous n'accepterons aucune forfaiture. Nous n'accepterons jamais d'être les agneaux du sacrifice. Et nous nous préparons en conséquence. Si aujourd'hui les intérêts des travailleurs sont bafoués, nous sommes des syndicats organisés, nous allons nous battre jusqu'à ce qu'on respecte les droits des travailleurs, jusqu'à aujourd'hui qu'on respecte les populations, puisque personne ne peut cohabiter avec la saleté. Cité dans une grave affaire de trafic de faux billets de banque, le député Seydina Fall Bougazeli a préféré démissionner de son poste à l'Assemblée nationale. Certains de ses désormais ex-collègues sont choqués par cette affaire. Quelques réactions dans ce Vox Pop qui a été réalisé par Abdou Khoudous Diallo. Parler simplement en tant que député, peu importe la majorité ou de l'opposition. On n'en sait rien encore puisque cette affaire est pendante devant la justice. Mais en tout état de cause, au jour d'aujourd'hui, c'est une affaire qui met mal à l'aise tout le monde. Mal à l'aise tout le monde parce que le député au Sénégal est perçu comme quelqu'un qui a un sursalaire, quelqu'un qui est dans des environnements ou dans des situations qui est très loin du pouvoir d'achat du citoyen. C'est le principe selon lequel toute personne qui aura été entranchée dans des situations d'argent
courra pris de l'argent public doit être sanctionné lourdement. C'est une affaire très gênante. En tant que député, ça nous met très mal à l'aise avec tout ce que les gens disent des députés à l'Assemblée nationale. Cela vient à nouveau jeter le discrédit sur le comportement de ces élus. Si c'est avéré, on attend de voir la justice faire correctement son travail. Et l'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi portant report des élections locales, initialement prévu en décembre. Toutefois, précise le ministre de l'Intérieur, ce report fait suite à une demande de l'opposition. Abdou Khoudoss Diallo, compte rendu. Projet de loi portant report des élections locales adopté sous la demande de l'opposition, accuse le ministre de l'Intérieur. Nous avons juste, pour le moment, je ne dirais même pas des points de désaccord, mais c'est des points sur lesquels des rendez-vous ont été donnés pour en rediscuter. C'est l'élection des adjoints au maire et vice-président, c'est l'histoire du bulletin unique, l'histoire de la caution, du parrainage et de la vacance et suppléance. Depuis la réforme du fichier électoral, il faut l'auditer. Ça, naturellement, ça prend du temps. Et c'est l'opposition qui a demandé ça, dans le cadre du dialogue. Nous l'avons accepté. Voilà un peu ce qui fait que la date, on ne peut pas être certain. Et j'ai voulu éviter qu'on revienne ici peut-être fréquemment. C'est pourquoi nous avons pensé fixer la date au plus tard, le 28 mars 2021. Je dois vous dire que s'il n'y avait pas ce dialogue, nous, on est prêts à organiser les élections 3 mois après que le top soit donné. Le député Mamadou Diop Decroix se justifie. À mon rapport de force, les lois n'ont pas été changées. Macky Sall est sorti des élections. Nous discuter. Qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous, on discute. L'opposition a dit on discute parce que ce pays-là, il est au-dessus de nous et du président de la République. Première exigence, c'est l'audit du fichier, sur pièce et sur place. La noire. Délégation spéciale, moi je ne suis pas d'accord. Pour une énième fois, la prorogation du mandat des élus locaux actée par les politiques sans consulter l'avis du peuple. Abdou Khoudoss Diallo, le lycée René Telade de Sakal inaugure 4 salles de classe, un réfectoire et une cuisine. Ceci grâce au comité de jumelage d'Arganta, Malmort et de Sakal. 30 millions ont ainsi été mobilisés pour mettre fin aux abris provisoires dans cet établissement. Omar Kairé, correspondance. Quatre salles de classe, un réfectoire et une cuisine. Le lycée René Telade de Sakal a bénéficié de ces nouvelles infrastructures estimées à plus de 30 millions grâce au comité de jumelage Malmort Argenta Sakal. Il y a 4 ans, lors de notre dernière visite, tous avaient été très émus par le décalage entre la volonté d'apprendre des élèves du lycée et l'énergie de l'équipe éducative et les conditions précaires. C'est pourquoi nous avons répondu à la demande de construction de ces 4 salles de classe, de la cuisine et du réfectoire. Notre objectif, c'est de moderniser le lycée en construisant des blocs scientifiques, faire une bibliothèque aussi, parce que ça n'existe pas, faire une salle informatique, un auditorium et renforcer les équipements sportifs. L'administration de l'établissement pousse ainsi un grand ouf de soulagement, vu les difficiles conditions de travail auxquelles faisaient face les élèves, caractérisés par des effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Ça va améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage. Nous avons un déficit de 3 à 4 salles de classe encore, mais il n'y a plus d'abri provisoire au niveau du lycée. Nous attendons 11 salles. Il y a l'académie qui nous a promis 4 salles. Il y a l'ONG Tchol Mbatar qui nous a également promis 4 salles. Et il y a la coopération, 3 salles et un bloc scientifique. Étant une compétence transférée, l'éducation constitue une priorité pour les collectivités territoriales. Toutefois, il est très difficile d'atteindre les objectifs compte tenu de leurs faibles ressources. D'où l'importance de la coopération décentralisée, assure le maire de Sakal, Cheikh Birahim Diagne. Depuis près de 20 ans,
cette coopération atypique entre Sakal, Argentat et Malmort a vu naître plusieurs réalisations dans divers domaines. La cérémonie qui nous réunit ce matin en constitue un exemple patent. La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence de l'autorité administrative de l'arrondissement de Sakal, de l'inspecteur d'académie, des représentants des communes de Malmort et d'Argentat et des autorités coutumières et religieuses de la localité. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Et puis Guinée, Burkina Faso et États-Unis, voilà quelques pays visités par Habib Dembaba dans sa page internationale. Suivons le récit. Conflit au Sahel, le Burkina Faso accuse l'armée malienne d'avoir mené une incursion sur son territoire et de s'être attaqué à des populations civiles innocentes au cours d'une opération menée unilatéralement sans la moindre coordination avec la haute hiérarchie militaire burkinabé. Par la voix de son ministre de la Défense, Chérif Sy, le Burkina Faso accuse des militaires maliens d'avoir procédé à une répression contre les populations du village de Abaye, occasionnant le décès de 3 personnes, dont une broyée par les roues de véhicules. Le Burkina Faso fustige également des destructions massives d'infrastructures et de matériel perpétrées par des militaires maliens. En Guinée-Conakry, la tension était vive à Labé où le cortège du Premier ministre Kassori Fofana a été accueilli par des jets de pierre et des barricades érigées avec des troncs d'arbres sur la voie publique. Ces activités ont obligé les forces de l'ordre à faire usage de gaz lacrymogène pour rétablir l'ordre dans la cité de Labé. Précisons que ces jets de pierre ont eu lieu au moment où le Premier ministre guinéen Kassori Fofana sortait chez l'imam de la grande mosquée de Labé, Elhaji Badrouba. Aux États-Unis, Donald Trump voit ses tourmentes s'accroître dans la procédure de destitution engagée par les démocrates suite à sa tentative présumée de déstabilisation via l'Ukraine de son principal rival, le démocrate Joe Biden. Ce mercredi, un ambassadeur proche de Donald Trump, Gordon Sondland, qui représente les États-Unis auprès de l'Union européenne, est l'intermédiaire pour parler avec Kiev. L'ambassadeur, pourtant proche du président Trump, l'a impliqué directement durant son interrogatoire devant le Congrès en déclarant, je cite, « Nous avons suivi les ordres du président. Il corrobore ses propos avec ceci en assurant que c'était à la demande expresse du président des États-Unis que les diplomates chargés du dossier ukrainien ont accepté malgré leurs réserves de travailler avec son avocat personnel Rudy Giuliani. » En Iran, le pouvoir semble reprendre les choses en main après plusieurs jours de manifestations violentes qui ont causé la mort de 5 personnes, dont 4 membres des forces de l'ordre à Téhéran, selon plusieurs médias. Ce mardi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a confessé que le pouvoir avait le contrôle de la situation en soutenant que l'Iran fait reculer l'ennemi. De son côté, le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que les manifestations de ces derniers jours étaient l'œuvre d'une petite minorité de gens et que l'Iran sort selon lui victorieux face au complot. Précisons que la police a procédé à l'arrestation de plus d'1 millier de personnes. Le porte-parole du ministère de la Justice a déclaré qu'une partie des manifestations était liée au groupe monarchiste basé à l'étranger. Habib Dembaba, c'est avec ce round-up de l'actualité hors de nos frontières que ce 20h referme ses volets. Merci de nous avoir accompagnés. Retrouvez tout de suite la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous.